Les prostituées du quartier chaud de Brisbane espèrent que la fin de la soirée va s'animer. Mais lorsque l'une d'entre elles accepte de monter à bord de la voiture d'un dernier client, elle ne sait pas encore qu'elle signe son arrêt de mort. Il a agi de façon méthodique et réfléchie. Elle l'a identifié comme un de ses clients. Celui qui a fait ça sait manier les cordes et est un accro du bondage. On n'arrivait pas à faire de rapprochement. On avait besoin d'échantillons ADN. Il avait été évident qu'on assistait à une montée de violence. On craignait d'avoir affaire à un tueur en série. Dites-nous ce que vous faisiez ce jour-là et où vous êtes allé. Pas la moindre idée. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour cette nouvelle émission des Enquêtes Impossibles. Dans la majorité des affaires criminelles, la victime connaît son agresseur, et c'est un atout pour les policiers. Mais quand ce n'est pas le cas, l'enquête se complique et débouche souvent sur une impasse. Dans les grandes villes, les prostituées sont une population à risque, car la plupart de leurs clients leur sont inconnus. Et à moins d'avoir affaire à un tueur récidiviste, les indices recueillis par les experts médico-légaux sur les scènes de crime sont souvent inexploitables. Dès lors, il ne reste plus qu'un espoir aux policiers, attendre que l'assassin commette une erreur. On a retrouvé un corps dans les buissons près du poste de police de Kendra, sur un terrain vague. C'est un routier qui l'a découvert en faisant un demi-tour. C'était le corps d'une femme. Elle était en position fétale. Elle portait un haut noir et une paire de bottines noires également. La rigidité cadavérique avait commencé à s'installer, ce qui signifiait qu'elle était là depuis 4 à 6 heures sûrement. Le corps présentait des plaies faites à l'arme blanche au niveau de l'estomac et du dos, et on lui avait tranché la gorge. La quantité de sang retrouvée sur la scène de crime ne correspondait pas avec le nombre de blessures sur le corps de la victime, ce qui m'a fait penser qu'elle n'avait pas été tuée à cet endroit, que le corps avait été déplacé. En examinant cette seconde scène de crime, on a relevé des traces de pneus. Apparemment, il s'est dirigé vers l'endroit où le corps de la victime a été retrouvé. Il a fait demi-tour et s'est éloigné. On a également relevé des traces de pas, qui à première vue avaient été laissées par le même individu. Ces empreintes venaient a priori de l'endroit où il y avait la porte du conducteur, puis faisaient le tour du corps et revenaient au même endroit. On a pu établir que les empreintes retrouvées sur la scène de crime n'étaient pas celles du routier, ce qui nous a fait penser que ces traces de pneus et de pas étaient celles de l'agresseur. J'ai photographié des empreintes de chaussures et de pneus. On pensait être en mesure par la suite de les comparer à celles d'un éventuel suspect. On a aussi mesuré l'écart entre les pneus, c'est-à-dire la largeur de l'essieu. Si on parvenait à localiser le véhicule, on pourrait comparer cet écart mesuré sur la scène du crime à celui de la voiture du suspect. Cependant, afin d'identifier le suspect et de le confondre avec sa voiture et ses chaussures, les inspecteurs doivent d'abord identifier la victime. Nous n'avions aucune information, pas de portefeuille, rien pour nous aider. J'ai donc pris des photos du corps. Sa façon de s'habiller indiquait que la victime venait de Fortitude Valley, le quartier des prostituées de Brisbane. On a envoyé les photos au poste de police de la zone et elle a pu être identifiée. Il s'agissait de Jasmine Craterne, une prostituée connue des services de police. Pendant l'autopsie, on a découvert au moins 14 blessures par arme blanche d'environ 2,5 cm de large, allant jusqu'à 16 cm de profondeur, ce qui signifiait que l'agression avait dû être très violente. L'arme du crime devait mesurer entre 15 et 17 cm de long. La lame ne devait pas être crantée, mais plutôt lisse de type poignard. La victime ne présentant aucune trace de lutte et le rapport toxicologique n'indiquant la présence d'aucune drogue, elle a probablement été attaquée par surprise. La victime était à moitié nue, c'est pour ça qu'on a pensé que son agresseur pouvait vraisemblablement être un de ses clients.
De par la nature de leur travail, les prostituées sont amenées à avoir un très grand nombre de clients, ce qui nous laissait donc un large panel de suspects à éliminer. Afin de réduire le nombre de suspects ou de trouver des personnes qui auraient connu ou voulu tuer Jasmine, les inspecteurs se rendent au Red Light District. On leur a expliqué qu'on ne s'intéressait pas à leur emploi du temps détaillé, mais qu'on cherchait à élucider le meurtre d'une femme, ce qui a délié les langues. On a découvert qu'avant l'agression, Jasmine portait une mini-jupe avec une veste beige et qu'elle avait un sac à main noir. On a aussi appris qu'une de ses collègues, Renée, lui avait prêté un haut noir. Celui qu'elle portait ce soir-là appartenait donc à cette femme. Jasmine Crazern, une prostituée de Brisbane, a été sauvagement assassinée. Puis son corps a été transporté et abandonné sur un terrain vague. Son corsage et ses bottines sont examinés afin de recueillir d'éventuelles traces d'ADN de son agresseur. Sachant de quelle manière la victime était habillée la nuit du crime et dans l'espoir d'identifier la silhouette du meurtrier, les policiers passent au crible les bandes vidéo enregistrées par les caméras de surveillance de la ville. Visionner ces vidéos était un travail de longue haleine, mais c'était important, car on a pu voir Jasmine à la caisse d'une station-service. Mais sur cette vidéo, Jasmine est seule. Il est 20h32 et la police sait qu'elle a rencontré son agresseur 3 à 8 heures plus tard. Mais un suspect sort du lot. On a enquêté sur cet homme et on a appris qu'il venait juste de sortir de prison pour coups et blessures à l'arme blanche. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Le rapport de police sur le meurtre d'une prostituée de 41 ans, Jasmine Cratern, indique qu'elle a reçu plus de 20 coups de couteau. En définitive, c'était une agression d'une violence inouïe. Le corps dénudé de la victime a été retrouvé par un routier jeudi sur un terrain vague. Les inspecteurs chargés de l'affaire pensent qu'il ne s'agit pas de la scène du crime. Des traces de pneus se trouvant à côté du corps de Madame Cratern sont en cours d'examen. Concernant les empreintes de pneus laissées sur les lieux, nous n'avions malheureusement pas de données sur ce type de pneus. Il fallait donc aller chez tous les fabricants afin de pouvoir les identifier. Au début, nos recherches pour identifier ces pneus n'ont pas été très fructueuses, mais les caractéristiques de base et la forme des rainures indiquaient qu'il s'agissait de pneus généralement utilisés pour les véhicules utilitaires légers, les camionnettes. Les inspecteurs se tournent alors vers les empreintes de chaussures. On a envoyé des photos à un officier de police en charge d'une base de données répertoriant les différents styles et formes de chaussures. L'empreinte a été identifiée comme provenant de boots, qui sont des chaussures de travail classiques portées par de nombreuses personnes. On a ensuite pris contact avec le distributeur, ou du moins le représentant de cette marque dans la région de Brisbane. Cette personne nous a fourni quelques informations, notamment que les impressions sur la semelle se faisaient depuis 30 ans. Et par conséquent, les recherches pour retrouver le propriétaire de ces boots n'aboutiraient pas. Cependant, c'était un bon point de départ pour faire le rapprochement entre les empreintes et un suspect. Et cette personne vient de se faire connaître. On nous a dit qu'un ex-petit ami de Jasmine l'avait maltraité dans le passé. On a donc fait des recherches sur cet homme et on a appris qu'il avait commis un meurtre, ce qui a éveillé nos soupçons. On l'a retrouvé et interrogé plusieurs fois. À l'issue de ces interrogatoires, il a été mis hors de cause parce qu'il avait un alibi solide pour le moment supposé du meurtre. De plus, on ne pouvait pas lui imputer les empreintes de pneus et de chaussures à ce stade de l'enquête. D'après les informations obtenues des prostituées travaillant à Fortitude Valley, un autre suspect a retenu notre attention. Il s'agissait d'un homme qui s'en prenait à ses filles. Il les agressait et vendait de la drogue. Les recherches effectuées sur cet homme nous ont appris qu'il venait de sortir de prison pour une agression grave à l'arme blanche. Les deux premiers suspects sont disculpés. Dans l'état actuel de l'enquête, les experts concentrent leurs efforts sur les maigres indices mis à leur disposition. Les empreintes de pneus et de semelles de bottines relevées
sur la scène de crime, et heureusement pour eux, une troisième preuve matérielle vient bientôt compléter leur liste. On nous a informé qu'un échantillon d'ADN avait été obtenu à partir d'une tache de sperme localisée sur le haut que Jasmine Craterne portait quand on l'a retrouvée. On pensait que le sperme provenait très certainement d'un client et on espérait que ce client soit également l'agresseur. On a ensuite comparé cet ADN à ceux de notre base de données, mais il n'y a eu aucune correspondance. On avait donc un ADN inconnu. On a établi une liste des clients réguliers de Jasmine. Ils se sont volontairement soumis à des tests ADN, ce qui nous a permis de les éliminer des personnes potentiellement suspectes. Il y avait deux scénarios possibles. Jasmine avait été tuée soit par une personne qu'elle connaissait, soit par un étranger, un client rencontré ce soir-là. À ce stade de l'enquête, on était pratiquement sûr d'avoir fait le tour des clients de Jasmine et de les avoir écartés en tant que suspects. Il s'agissait donc d'un étranger, quelqu'un que Jasmine ne connaissait pas, un client rencontré ce soir-là. Les inspecteurs de police se sont tous réunis à la réserve de Deepwater Bend, où un employé municipal a retrouvé le corps de cette femme ce matin à 7h30. 6 mois plus tard, une autre prostituée rencontre le même client. Elle était attachée face contre terre. On voyait qu'elle avait reçu des coups de couteau. Les employés ont eux-mêmes délimité la scène de crime. On s'est dit qu'il valait mieux délimiter cette zone qui était manifestement la scène du crime. La police estime que le corps n'était pas là depuis longtemps. Selon toute probabilité, le corps n'était là que depuis quelques heures. Le corps a été retrouvé sur le parking et gisait face contre terre. Elle était complètement nue et ne portait qu'une sandale au pied gauche. Elle avait de nombreuses blessures par arme blanche dans le dos, la poitrine et les flancs. On a obtenu une image numérique à partir des empreintes digitales de la victime et on a pu l'identifier comme étant Julie McCall, une prostituée de Brisbane de 42 ans. Elle avait les jambes, la taille et les mains liées par des cordes. Elle avait les yeux bandés et était bâillonnée. Julie McCall a reçu 24 coups de couteau. Et comme Jasmine Craterne, certaines de ses blessures sont profondes de 16 cm. Mais cette fois, l'agression a été moins frénétique. Les cordes n'ont pas été endommagées, ce qui montre que l'agresseur a agi de façon méthodique et réfléchie. Cependant, ces cordes se révèlent être une piste possible. La façon dont les cordes étaient attachées et le métier de Julie McCall indiquaient qu'il s'agissait peut-être de bondage et que la personne ayant utilisé ces cordes était expérimentée. On estimait que ces cordes appartenaient à l'assassin. Ce n'est pas le genre de choses qu'une prostituée a sur elle dans l'attente d'un éventuel client adepte du bondage. On pensait qu'un examen scientifique de ces cordes nous guiderait vers leur propriétaire et peut-être au meurtrier. Après examen, on a découvert que la corde utilisée pour attacher Julie était une corde de coton tressée très répandue. Et au bout de la corde, utilisée pour lui attacher les poignets, il y avait un clip pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Même s'il s'agit d'une corde des plus classiques, elle n'est pas vendue avec ces clips, ce qui est une bonne nouvelle pour les enquêteurs. Les clips ont été fermés à l'aide d'un outil. Il ne nous restait plus qu'à trouver cet outil à partir des traces qu'il avait laissées. Les indices recueillis sur les deux scènes de crime présentent-ils des points communs? Les preuves vont-elles se compléter pour conduire les enquêteurs à attribuer les meurtres des prostituées au même agresseur? Enfin, le chèque retrouvé près du corps de Julie McCall offre-t-il une chance inespérée de pouvoir l'identifier? C'est un bon mobile. Il a recours au service de cette femme et elle lui dérobe son argent. Quand on a retrouvé le corps de Julie McCall, j'ai immédiatement pensé au pire. J'étais chez moi quand j'ai reçu un appel et je me suis tout de suite senti mal, en me disant que c'était le même agresseur qui avait encore frappé. Je savais combien l'enquête sur le meurtre de Jasmine avait été difficile et c'était reparti pour un tour.
Aucune empreinte de chaussures ou de pneus n'a été retrouvée au cours de l'examen minutieux des lieux autour de la victime et dans le parc. C'était probablement dû au fait qu'il avait plu la nuit du meurtre. À proximité du corps, on a retrouvé un chèque froissé. Ce chèque appartenait à quelqu'un. C'était un énorme progrès dans notre enquête puisqu'on allait pouvoir identifier la dernière personne à avoir vu la victime. On a retrouvé le propriétaire et mis son domicile sous surveillance. À son retour, on l'a intercepté et on l'a longuement interrogé. Il nous a expliqué ses relations avec la victime et nous a dit qu'avant le meurtre, il avait eu recours à ses services. Il pensait avoir été drogué et qu'on lui avait volé des chèques. On s'est dit que c'était un mobile pour cet homme. Il a recours au service d'une prostituée et elle lui vole son argent. Mais il nous a fourni un alibi sur son emploi du temps cette nuit-là et on a pu vérifier ses dires. On a également été en mesure de vérifier sa version des faits sur les chèques volés. Et donc à ce stade de l'enquête, on n'avait plus de quoi poursuivre. Mais on ne l'écartait pas pour autant de l'affaire. Il fallait pousser l'enquête plus loin et explorer toutes les possibilités. Généralement, ils sillonnent les rues la nuit à la recherche de clients. Mais ils craignent d'être la prochaine victime d'un tueur en série qui agit la nuit. Ça peut être n'importe qui ici, on ne peut pas savoir. Il y a plein de mecs bizarres, c'est plus sur le jour. Quand Julie a été retrouvée morte, les médias se sont emparés de l'affaire. Ils ont émis l'hypothèse d'un tueur en série. Notre plus grande peur était qu'une personne s'en prenant aux prostituées soit dans la nature. On avait maintenant 2 meurtres de femmes poignardées à mort en l'espace de 6 mois. Il était fortement possible que cette personne frappe à nouveau. On a donc décidé que la façon la plus efficace d'enquêter sur ce meurtre et celui non élucidé de Jasmine Craterne était de mettre en place une cellule spéciale sur ces affaires. Le nom de code de ce détachement spécial était Midas. Il a été créé pour résoudre ces 2 affaires de meurtre et 2 autres cas similaires datant de 1998. Le meurtre de Elizabeth Henry et le passage à tabac de Karen Rickmile. Au départ, les enquêtes seront traitées séparément. Mais il est encore trop tôt pour dire si nous recherchons une ou plusieurs personnes. Une prostituée pense avoir la réponse, du moins pour le meurtre de Julie. Jacinta estime être la dernière personne à avoir vu son amie en vie et à avoir rencontré son assassin. Jacinta nous a dit qu'elle avait bavardé avec Julie vers 2h30 du matin sur Hendrick Street, à Fortitude Valley. Elles ont eu une conversation banale sur le temps, ce genre de choses. Et 20 minutes plus tard, un homme a abordé Jacinta. Ils ont discuté ensemble et il lui a demandé quelque chose de particulier. Il est ensuite entré dans les détails et lui a dit qu'il voulait l'attacher. Mais ça ne l'intéressait pas, elle est donc descendue du véhicule et l'homme est parti en lui disant qu'il reviendrait. Plus tard, Jacinta est allée là où Julie travaillait, mais elle n'y était plus. Jacinta a décrit le conducteur du véhicule comme étant un homme de type caucasien, à la peau blanche, d'environ 40-45 ans, bedonnant. Il avait une moustache, il était joufflu, et il portait un polo bleu marine. Ce témoin permet à la police de dresser un portrait robot du suspect. Jacinta fournit aussi une description de la voiture. Jacinta a décrit un pick-up à double cabine parce qu'elle m'a dit qu'en montant à l'avant, côté passager, son ami a pris appui sur le trottoir avec sa jambe gauche. Ça ne correspondait pas à un modèle de 4x4 qui aurait un marchepied. Selon elle, l'intérieur était de la même couleur que la carrosserie et le véhicule était immatriculé dans l'état du Queensland. Les policiers procèdent de la même façon que dans l'affaire Craterne et se procurent toutes les vidéos de surveillance des environs afin d'identifier le véhicule et surtout son numéro d'immatriculation. Par chance, on a trouvé un véhicule correspondant à la description qui sillonnait les rues ce soir-là. Le pick-up apparaît 3 fois sur les vidéos et on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Mais à cause de la mauvaise qualité des images et de la pluie, on n'a pas pu identifier sa plaque d'immatriculation, ni même la marque et le modèle. On est donc allé voir plusieurs concessionnaires avec des photos afin qu'ils puissent identifier la voiture.
Après avoir épluché de nombreux modèles et de nombreuses marques, nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il s'agissait vraisemblablement d'un modèle de pick-up Triton MK sorti entre 1996 et 2001. En parvenant à mettre un nom sur le véhicule probablement utilisé par le tueur récidiviste, les policiers viennent de franchir une étape importante. Mais pour en avoir confirmation, ils doivent être en mesure de démontrer que les empreintes laissées par les pneus d'un pick-up Triton MK sont les mêmes que celles relevées sur la scène du premier crime. On a comparé l'écart des pneus d'un Triton MK avec celui qu'on a retrouvé sur les lieux du meurtre de Jasmine Craterne, et ils étaient similaires. C'était un nouvel indice qui nous laissait penser que les deux meurtres étaient liés, et que donc on devait rechercher un seul et même coupable. La police pense que l'assassin de Julie McCall conduisait ce pick-up. Le véhicule a été filmé seulement 90 minutes après que Julie a été vue dans la rue. La police estime que le conducteur est également coupable du meurtre de Jasmine Craterne 6 mois auparavant. Les inspecteurs chargés de l'affaire découvrent que les empreintes de pneus du Triton MK sont identiques à celles retrouvées à l'endroit où Jasmine a été tuée. C'est une bonne nouvelle. Mais il reste encore à trouver quel type de pneu a laissé ses marques. Nous avions fait notre enquête auprès des fabricants de pneus, mais il fallait explorer toutes les possibilités. On s'est donc tourné vers ceux qui rechappent les pneus. Ils nous ont dit que ce n'était pas du tout un pneu rechappé, mais que c'était peut-être un pneu bas de gamme importé. On s'est rendu chez un importateur, on lui a demandé si on pouvait jeter un œil sur quelques pneus, car on connaissait la forme laissée par les rainures à l'envers et d'avant en arrière. En traversant l'entrepôt, on a trouvé le pneu, mais c'était un pneu importé de Chine depuis 2000, uniquement en Australie. Le gérant en était l'unique revendeur, et seuls environ 2000 pneus avaient été importés et vendus en Australie. L'enquête piétinait depuis quelques mois, mais là on avait fini par trouver une piste qu'on allait pouvoir suivre pour identifier notre coupable. Lequel, parmi les 2000 acheteurs de pneus chinois, est l'assassin des prostituées? Tout en suivant cette piste, les policiers essaient d'établir la liste des propriétaires de pick-up de marque Triton MK. Une nouvelle difficulté surgit. Il existe plusieurs modèles de ce véhicule. Certains possèdent une double cabine et d'autres pas. Pour faire le tri, les enquêteurs essaient de découvrir sur les bandes de télésurveillance des marques de différenciation. On cherchait un moyen de réduire nos recherches. Les vidéos de surveillance montrent que le véhicule avait été personnalisé. On pouvait remarquer des décorations sur le côté et une antenne de CB. Il y avait également des feux anti-brouillard, une barre pare-choc Safari et un pare-brise arrière en plexiglas de la même couleur que le véhicule. On a utilisé ces éléments pour affiner nos recherches. On s'est tout d'abord focalisé sur les véhicules au nord de Brisbane, car les deux endroits où on a retrouvé les corps étaient situés sur la même route allant vers la rivière de Brisbane, tout droit vers la Sunshine Coast. Après avoir enquêté sur les véhicules au nord de Brisbane, les inspecteurs croisent sur leur route un véhicule similaire qui se dirige en sens inverse. Il est identique à celui qu'ils recherchent. À ce moment-là, on a été tenté de poursuivre la voiture, mais le temps qu'on trouve une sortie et qu'on fasse demi-tour, elle était déjà loin. Les policiers ont-ils aperçu par hasard le pick-up appartenant au meurtrier? C'est probable. Encouragés par cette découverte, ils obtiennent du constructeur la liste des acheteurs du modèle à double cabine. Et du coup, le nombre de suspects diminue radicalement. Il ne reste plus que 160 véhicules dans l'État du Queensland à correspondre à ce critère, dont seulement 26 circulent dans les quartiers nord de Brisbane. Il y en avait un en particulier. J'ai fait des recherches sur ce véhicule et j'ai découvert qu'un homme, Francis Michael Fahey, avait eu une amende.
Je me suis renseigné sur ce monsieur Faye et j'ai trouvé qu'il avait été condamné pour escroquerie et qu'il y avait une photo de lui en prison. On l'a su procurer et je l'ai comparé au portrait robot. Il y avait une ressemblance. On s'est donc rendu chez lui à Narangba. Un pick-up Triton MK gris identique à celui qu'on recherchait était garé devant la maison. Il était décoré, il avait une antenne de CB et un pare-brise du même gris que la carrosserie. La voiture faisant face au garage, on ne pouvait pas voir si elle avait des feux anti-brouillard ou un pare-choc Safari à l'avant. Mais on était satisfait de trouver la voiture qu'on avait vue sur les vidéos de surveillance. Ensuite, on est rentré et on a placé le véhicule sous surveillance. En le suivant, on s'est rendu compte qu'il fréquentait la réserve de Deepwater Bend à Bald Hills, là où on avait retrouvé le corps de Julie McCall. Une équipe de surveillance a remarqué qu'il avait une paire de boots dans sa voiture. Les inspecteurs se renseignent alors pour vérifier si Francis Faye est le propriétaire de ces boots. Maintenant qu'ils ont un suspect sérieux, ils ne veulent pas ruiner leur chance en allant trop vite, ni lui parler sans avoir suffisamment de preuves. Francis Faye avait travaillé pour les services ambulanciers du Queensland. On s'est renseigné auprès d'un vendeur qui nous a certifié qu'à un certain moment, ses chaussures étaient fournies aux ambulanciers. On s'est ensuite penché sur l'incarcération de Faye à la prison de Rockhampton. Ils nous ont envoyé la liste des effets personnels qu'il avait sur lui quand il a été incarcéré et on a pu constater qu'il portait des boots. Nos équipes de surveillance nous ont confirmé que les pneus du véhicule de Faye étaient les mêmes pneus importés de Chine dont on avait retrouvé l'empreinte sur les lieux du meurtre de Jasmine Cratern. On était de plus en plus convaincus que les meurtres de Julie McCall et Jasmine Cratern étaient liés comme on l'avait pensé. À ce stade de l'enquête, on avait donc établi que Faye possédait et portait des boots, que sa voiture avait des pneus importés de Chine qui correspondaient aux empreintes retrouvées sur les lieux du crime et qu'il connaissait la réserve de Deepwater Bend. La seule pièce manquante au puzzle dans notre enquête était l'ADN. Faye était sous surveillance et on a récupéré un de ses mégots de cigarettes pour le faire analyser. Les résultats ont révélé que son ADN correspondait à celui retrouvé sur le haut de Jasmine Cratern. Les inspecteurs retournent alors voir la prostituée qui a prêté ce haut à Jasmine. Ils veulent vérifier si elle portait ce haut lorsqu'elle travaillait et si Francis Faye a été un de ses clients. Ce qui expliquerait pourquoi on a retrouvé son sperme dessus. René s'est rendu compte que ce haut ne lui appartenait pas. De plus, ce qu'elle va raconter aux policiers va se révéler très important à ce stade de l'enquête. En parlant avec René de ce haut, on a compris par hasard qu'elle avait failli être assassinée par un client. On lui a montré des photos parmi lesquelles figurait celle de Francis Faye et elle nous a dit qu'il avait été son client début 2002. Soit 6 mois avant la mort de Jasmine. René nous a dit qu'elle est montée avec Faye alors qu'elle se prostituait sur Brunswick Street à Fortitude Valley et qu'il s'était dirigé au nord de Brisbane. Elle nous a dit qu'ils avaient eu des rapports sexuels dans sa voiture et qu'au moment où elle s'était redressée, il lui avait montré des menottes et s'était présenté comme un inspecteur des impôts et qu'elle était en état d'arrestation. Il a essayé de la menotter à l'intérieur de sa voiture, mais elle lui a échappé. Il l'a poursuivie et a tenté de l'écraser. Lorsque les inspecteurs ont appris ce qui était arrivé à René, ils ont compris que Francis Faye devenait de plus en plus violent. Il a commencé par tenter d'écraser René et 6 mois après, il a poignardé 14 fois Jasmine Cratern. Il a ensuite assassiné Julie de plus de 22 coups de couteau. Il était clair que sa violence augmentait.
3 mois se sont écoulés depuis la mort de Julie et la police estime avoir réuni suffisamment de preuves à charge pour lancer un mandat d'arrêt contre Michael Fahey. Dans l'espoir de récolter des indices supplémentaires, il perquisitionne son domicile en employant les grands moyens. La perquisition effectuée par plus de 50 officiers de police ce matin à 5h30 était orchestrée par le détachement spécial qui a enquêté sur les meurtres de prostituées de Fortitude Valley, Julie McCall, Elizabeth Henry, Jasmine Cratern et la tentative de meurtre sur Karen Ann Redmile. Les occupants de la maison sont actuellement interrogés et coopèrent avec les services de police pour faire avancer l'enquête. Nous faisons partie du détachement spécial appelé Midas, qui enquête sur les meurtres de plusieurs prostituées dans la région de Fortitude Valley entre 1998 et maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui. On est allé au commissariat pour participer à l'interrogatoire filmé de Fahey concernant les meurtres des prostituées. Il était très calme et prudent. Sur le trajet, vous m'avez dit que vous alliez souvent dans la vallée. J'y allais, oui. D'accord. Il a expliqué qu'il était allé à cet endroit tard le soir parce qu'il s'inquiétait pour une de ses proches qui allait souvent là-bas. D'après ce que je sais, elle ne touchait rien de la sécurité sociale. Il fallait bien qu'elle trouve de l'argent. J'ai tout de suite pensé à ça parce qu'elle allait là-bas. Alors j'ai pensé qu'elle vendait ses services. Et ces filles vous ont parlé? Non. Je crois que vous m'avez dit que ça les a agacées quand elles ont compris que vous n'étiez pas un client. Ouais. Très bien. Et vous m'avez dit dans la voiture ne jamais avoir été voir des prostituées dans le coin. Non. Et vous ne connaissez ni Jasmine Cratern, ni Julie McCall qui travaillait là-bas. Non. Mais je me souviens que vous m'avez dit qu'à une ou deux reprises, les filles sont montées dans votre voiture pour discuter, c'est ça? Les nuits sont souvent pluvieuses ici, ouais. Enfin, je suis pas une ordure, c'est vrai. Si quelqu'un s'approche pour venir discuter, pas de problème. Ils peuvent s'asseoir dans ma voiture parce que je suis le seul à pouvoir savoir ce qui se passe avec ma belle-fille. Il était clair que les explications fournies par Fahey visaient à justifier pourquoi il allait dans la vallée. C'est pour ça qu'il nous a expliqué sa présence là-bas. Et au cas où on trouverait quelque chose dans son véhicule le reliant à une prostituée, il nous a raconté que lorsqu'il pleuvait, elle venait s'asseoir dans sa voiture. Je leur ai dit que j'étais pas intéressé, mais je leur ai demandé si elles pouvaient me rendre un service. Elles m'ont regardé en me disant qu'elles faisaient de faveur à personne. Je leur ai dit qui je recherchais, elles m'ont répondu qu'elles ne l'avaient pas vu. Vous vous rappelez ce que vous leur avez dit d'autre ou ce qu'elles vous ont dit? En fait, elles m'ont parlé des tarifs pratiqués dans le coin. J'en ai un vague souvenir. Au cours de l'interrogatoire, Fahey nous a ouvertement dit qu'il allait à Deepwater Bend, qui est l'autre scène de crime. Il a expliqué qu'il y allait pour pêcher. Alors, où est-ce que vous vous installiez pour pêcher dans la rivière? Expliquez-nous ça. J'allais à Deepwater Bend. Je préfère pêcher dans des eaux protégées parce qu'il y a plus de poissons. J'aime les endroits éloignés de ces tarés avec leurs jet skis et leurs skis nautiques. C'est pour ça que j'aime aller pêcher dans ce coin-là. Là encore, c'était sa façon de se justifier en nous expliquant pourquoi il était là-bas, en nous disant qu'il y allait pour pêcher. À l'évidence, Fahey présume que les policiers ont déjà récolté quelques preuves de sa culpabilité. C'est pourquoi, plutôt que de nier en bloc, il tente de justifier, comme il peut, sa présence sur les scènes de crime. Il ignore que les experts vont bientôt le confondre grâce aux traces des pneus de son pick-up, à l'empreinte des semelles de ses boots, à l'ADN de son sperme retrouvé sur le corsage de Jasmine et bientôt à la découverte de l'arme du crime. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au mois de février, vers le 26 février? C'est le jour où Julie McCall a été assassinée. Dites-nous ce que vous faisiez ce jour-là et où vous étiez.
J'en ai pas la moindre idée, je sais pas. C'était quel jour de la semaine? C'était un mercredi. Donc c'était dans la nuit du mardi au mercredi. Eh ben, le mardi soir, je devais être chez moi en train de regarder la télé, je crois. Cela fait 4 heures que Fa est en garde à vue. Et à aucun moment il ne montre de signe de faiblesse. Elle s'appelait Jasmine Craterne. Vous l'avez déjà vue? Non. La police a déjà un nombre considérable de preuves contre lui concernant les 2 meurtres, mais elle espère en trouver davantage à son domicile. Il faut qu'on attende d'avoir les résultats de certains tests en espérant que ce soit déjà fait. Ce ne sera plus très long, mais on va suspendre l'interrogatoire. La première chose qu'on a remarquée était une paire de boots. En fait, il y en avait 2 devant la porte d'entrée. On les a prises pour les faire analyser. Les dimensions et la taille des chaussures ainsi que l'usure de la semelle correspondaient parfaitement aux empreintes retrouvées près du corps de Jasmine. On a retrouvé une goutte de sang sur la chaussure gauche. On l'a fait analyser et c'était celui de Jasmine Craterne. On a retrouvé un bateau dans le garage qui avait un moteur hors-bord attaché avec une corde. Cette corde s'est révélée être identique à celle utilisée pour attacher Julie McCall. Il y avait également un clip au bout de la corde. On a aussi retrouvé une pince. On a pris ces empreintes avec du plomb et on les a comparées au microscope à celles retrouvées sur le clip de la corde ayant servi à attacher les poignets de Julie McCall. Les empreintes se sont révélées parfaitement identiques. La preuve la plus évidente qu'on a trouvée au domicile de Francis Fahey était une baïonnette. Les dimensions de l'arme coïncidaient avec les blessures observées sur les corps de Jasmine et Julie. Pendant la perquisition, l'interrogatoire a été suspendu un long moment. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à parler. Vous voulez de l'eau ou du café? Non, j'ai ce qu'il faut. Là, on a senti que Fahey avait du mal à coller à sa version des faits. Il devait se douter qu'on allait trouver des preuves accablantes de sa culpabilité pour ces 2 meurtres. Ça devenait trop lourd à porter. C'est là que Fahey nous a fait rappeler dans la salle d'interrogatoire. On vient de me demander de revenir vous voir parce que vous vouliez me parler. Ouais. Alors de quoi voulez-vous me parler cette fois? Je veux vider mon sac. Est-ce que ça a un rapport avec notre discussion de ce matin? Ouais. Je veux vous faire des aveux pour ce qui s'est passé à Kendra et à Deepwater Bend. Fahey s'est mis à parler du meurtre de Jasmine Craterne. Il nous a expliqué qu'il l'avait emmenée dans la vallée cette nuit-là. Quand cette fille s'est approchée, elle m'a demandé si je voulais de la compagnie, je lui ai répondu ouais. Que j'étais pas contre un peu de compagnie. Elle m'a donné ses tarifs, 50 € pour une fellation. Ça m'intéressait, j'ai accepté. On s'est garé sur un terrain vague. Je l'ai d'abord payé. Je lui ai donné les 50 €. Et on s'est mis à l'arrière du véhicule et on a eu un rapport. Le préservatif s'est déchiré. Et après, tout ce dont je me souviens, c'est d'être en train de rouler comme un fou. La deuxième, j'étais là où c'est ouvert tard la nuit. Je me suis pris un café et un truc à manger. Mais je me rappelle plus quoi. Je me suis garé dans une rue plus calme, du côté droit de la route, je crois, contre le mur. Je me suis arrêté là pour finir mon café. Et une fille a frappé à la fenêtre pour me proposer ses services. Elle me proposait une fellation pour 25 € et je me suis dit... Elle s'est assise à côté de moi pendant que je buvais mon café et elle a commencé à me demander ce qui me plaisait. Des trucs dans le genre. Je lui ai parlé de bondage.
Et elle m'a proposé d'aller chez elle. Je lui ai dit non, pas chez elle. J'aurais pas été bien. Et alors le seul endroit auquel j'ai pensé, c'était Deepwater Bend. Je lui ai proposé et elle était d'accord pour y aller. Elle m'a dit qu'avec ce temps, elle aurait pas beaucoup de clients ce soir. On est allé là-bas et je me rappelle l'avoir attachée et qu'elle m'a fait une fellation. Et ensuite, tout ce dont je me souviens, c'est de m'être arrêté sous le pont, de nettoyer le sang que j'avais sur les jambes et de vomir toutes mes tripes. Je me rappelle de ça. Ces deux femmes ont été poignardées à mort. Ouais. Pouvez-vous m'expliquer comment ça s'est passé? Bah apparemment je les ai poignardées, mais je m'en rappelle plus trop. Vous vous souvenez de ce que vous leur avez fait? J'avais une baïonnette dans la voiture, je m'en servais avant, quand je chassais le cochon. C'était bien pour tuer le cochon. Je vous ai montré ces photos tout à l'heure et vous m'avez dit que vous ne les connaissiez pas. Je vais vous les montrer à nouveau. C'est Julie McCall et Jasmine Craterne. Alors vous ne vous en souvenez toujours pas? Apparemment c'est elle, mais je les ai jamais vraiment regardées. Je m'en foutais. Pendant l'enquête et les interrogatoires, la police a écarté la responsabilité de Fahey dans le meurtre d'Elizabeth Henry et de celui de Karen Redmile, qui est morte des suites de ses blessures. Ces deux affaires n'ont pas été élucidées. Francis Fahey a été accusé d'homicide sur les personnes de Jasmine Craterne et de Julie McCall. Le procès a débuté en septembre 2005 et a duré 3 semaines. La défense de Francis Fahey a choisi de ne pas se servir des preuves à décharge. Le jury a délibéré pendant 6 heures et l'a reconnu coupable pour les 2 meurtres. Francis Fahey est condamné 2 fois à une peine de prison à perpétuité, soit au moins à 25 ans de réclusion. Si son comportement est jugé satisfaisant par l'administration pénitentiaire, il devra attendre l'année 2028 avant de pouvoir demander une mise en liberté conditionnelle. Il sera alors âgé de 78 ans. Les inspecteurs qui ont contribué à l'arrestation du second tueur en série du Queensland se réjouissent du verdict. Maintenant que cette enquête difficile est terminée, nous espérons que les familles des victimes pourront faire leur deuil. Les empreintes de chaussures de Fahey ont été retrouvées à l'endroit où a été assassinée Jasmine Craterne. Des analyses médico-légales ont permis d'affirmer qu'il s'agit des boots de l'ambulancier. Le nom de Midas donné à la cellule spéciale était prophétique puisque tout ce que nous touchions se transformait en or en termes de preuves. D'un point de vue médico-légal, c'était l'enquête parfaite. Toutes les preuves qu'on a trouvées ont été concluantes. C'était très satisfaisant pour les membres du détachement spécial et pour l'ensemble de la police que Francis Fahey soit reconnu coupable de ces meurtres. Je reste persuadé que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait continué. Vous vous sentez mieux maintenant? D'un côté oui, mais de l'autre non. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé? Je comprends pas pourquoi, parce que j'ai passé ma vie à sauver des vies. Et je les ai tués, mais je ne sais pas pourquoi. Lors de son procès, Francis Michael Fahey a plaidé son irresponsabilité dans les 2 meurtres de 2 prostituées, arguant que son dégoût de la violence aurait dû l'empêcher de commettre des actes d'une telle barbarie. Il a reconnu s'être nettoyé du sang de ses victimes, mais affirme n'avoir aucun souvenir de les avoir tailladées à mort avec sa baïonnette. La famille de Fahey a attribué ces crimes au traumatisme qu'il aurait subi quand il était ambulancier, à son état psychique délabré et à sa consommation excessive d'antidépresseurs. Détail navrant. Pour avoir escroqué l'assurance maladie, Fahey aurait dû se trouver en prison la nuit du second meurtre. Sachez encore que Jacinda Horn, la prostituée qui avait fourni aux policiers des informations essentielles pour l'arrestation du prédateur, a reçu une prime de $100 000.
avant d'être à son tour arrêté pour avoir laissé traîner une seringue de drogue dans la rue et résister à un contrôle d'identité. Ainsi s'achève cette émission. Merci de vous être fidèles. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle enquête impossible. Un homme est abattu au petit matin. Il y avait un impact au milieu du carrelage. Sa femme aussi. Sur les 3 personnes présentes chez les Johnson, 2 n'en sortiront pas vivantes. Le couple n'avait, semble-t-il, aucun ennemi, en apparence seulement. C'était un vrai mystère pour nous. Je le décrirais comme un jeune homme prétentieux et arrogant. La scène de crime décrit une histoire inimaginable. Comme si les preuves parlaient d'elles-mêmes. Voilà comment elle s'est déroulée. Une coiffeuse est agressée dans son propre salon. Un point d'homme contre un visage de femme. Une histoire personnelle? Sans aucun doute. Seul l'un des deux en est sorti vivant. C'est l'affaire la plus fastidieuse sur laquelle j'ai enquêté. Les preuves médico-légales ne correspondent à aucun des suspects. On n'a pas réussi à identifier l'empreinte. Je ne crois pas qu'ils l'attraperont un jour. L'affaire n'avance plus jusqu'à ce qu'un mécanicien vienne révéler un secret. Une petite voix me disait que ce n'était pas fini. Et il va commettre l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire du comté de Spartanburg. Et pour quelle raison? Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Voyez-vous, certaines affaires sont étranges ou insolites. D'autres tortueuses, au point de nous paraître invraisemblables. D'autres encore semblent extraites d'un mauvais roman, tant elles nous semblent alambiquées. Mais l'histoire que je vais vous raconter maintenant défie la raison, à tel point que dans un premier temps, les policiers refuseront d'y croire. Elle illustre en effet d'une manière inattendue l'aphorisme de Machiavel qui prétend que le hasard dirige la presque totalité de nos actions, laissant à notre libre arbitre le peu qui reste. Je vous laisse le soin d'apprécier la pertinence de cette pensée. Nichée au cœur des montagnes de l'Idaho, Bellevue est une bourgade paisible où aucun meurtre n'a été commis depuis plus d'une décennie. C'est là que vit la famille Johnson. Alan est paysagiste et sa femme, Diane, travaille comme perceptrice. Alan était passionné de chasse. C'était quelqu'un de formidable. Diane était passionnée de cuisine. Elle passait son temps à mitonner des petits plats. Mais un matin de septembre 2003, la tranquillité de cette petite ville va être ébranlée par une tragédie. Des coups de feu éclatent chez les Johnson. Quand la police arrive, elle trouve Diane Johnson abattue dans son lit. Elle a sans doute été tuée pendant son sommeil. Alan Johnson gît, lui, au pied du lit. La douche coulait toujours. Elle se trouvait juste en face de moi et là, tout de suite, j'ai vu un impact de balle à hauteur de la poitrine dans le carrelage de la cabine de douche. L'arme du crime, une carabine de calibre 264, se trouve par terre. C'est probablement la scène de crime la plus violente que j'ai jamais vue. La fille du couple, Sarah, 16 ans, déclare qu'elle dormait lorsqu'elle a entendu le premier coup de feu. Elle a tout de suite couru jusqu'à la chambre de ses parents. Elle a appelé sa mère, entendu un deuxième coup de feu, puis s'est sauvée pour demander de l'aide. Hélas, l'adolescente n'a pas vu l'agresseur. Au pied du lit des victimes, les enquêteurs découvrent 2 couteaux. C'était un vrai mystère pour nous. On avait ces 2 homicides et ces couteaux disposés de cette manière. Qu'est-ce que cela voulait dire? Un autre couteau est trouvé dans la chambre de Matthew, 22 ans, qui était alors à l'université. Les portes de la maison n'étant jamais fermées à clé, il n'y a pas eu d'effraction et rien n'a été volé.
Sur la propriété, les Johnson possédaient aussi une dépendance qu'ils louaient. À l'intérieur, posée sur le lit, la police trouve une lunette, celle de l'arme du crime. Le locataire est un certain Mel Spiegel, 40 ans. Il est absent. On a découvert que l'arme du crime appartenait à Mel Spiegel. Mel Spiegel est désormais le suspect numéro 1. Le shérif Walt Femling donne l'ordre à ses adjoints de boucler le périmètre et d'immobiliser le camion poubelle qui circule dans le quartier. J'ai crié à l'un de mes adjoints de stopper le camion et la collecte. Laissez ça là. Le camion poubelle était juste à côté et a failli emporter les preuves. Dans la poubelle à l'extérieur de la maison se trouvent des indices bien plus précieux que tout ce que la police a pu trouver à l'intérieur. Dans la poubelle extérieure, il y avait un peignoir rose et à l'intérieur du peignoir, une paire de gants en cuir, une autre de gants en latex et une balle de calibre 25. La balle ne correspond pas à celle utilisée dans les meurtres. Il semble toutefois que le tueur ait jeté tous ces objets à la poubelle avant de s'enfuir. L'arme du crime, un fusil de chasse très puissant, appartient au locataire des Johnson, Mel Spiegel, lequel est introuvable. Mel Spiegel louait cette maison depuis des années. Il était très proche d'Alan et de Diane. Il était électricien. Dans les heures qui suivent les meurtres, les enquêteurs localisent Spiegel à Boise, dans l'Idaho, à 250 km du domicile des Johnson. Il est en famille pour le week-end, un alibi confirmé par ses proches. Les enquêteurs se trouvent face à une énigme. Je la résume en quelques mots. Alan et Diane Johnson vivent paisiblement dans une bourgade de l'Idaho. Alan est paysagiste et possède son entreprise. Diane est employée dans une clinique. Le couple a 2 enfants, Matthew, 22 ans, étudiant dans une autre ville, et Sarah, 16 ans, qui vit sous leur toit. Un matin, cette dernière entend des détonations et découvre le corps sans vie de ses parents. Ils ont été abattus à quelques secondes d'intervalle. L'arme du crime, une carabine, a été abandonnée près d'un cadavre. Elle appartient à Mel Spiegel, un électricien âgé d'une quarantaine d'années, locataire d'une maisonnette appartenant au couple. En fouillant le camion poubelle qui parcourt la ville, les policiers découvrent au milieu des ordures un peignoir rose, des paires de gants en cuir et en latex et une cartouche. Devenu le suspect numéro 1, Mel Spiegel est rapidement disculpé puisqu'au moment du drame, il passait le week-end en famille à 240 km de la scène de crime. Spiegel déclare que son fusil était rangé dans le placard lorsqu'il est parti pour Boise. J'ai demandé à Spiegel s'il avait des soupçons sur quelqu'un et c'est lui le premier qui m'a parlé de Bruno Santos. Bruno Santos sort avec la fille des Johnson, Sarah, âgée de 16 ans. Bruno Santos était un immigré clandestin de 19 ans, un gosse paumé associé à plusieurs petits délits liés à la drogue. C'est le genre d'individu qu'un père n'a pas vraiment envie de voir épouser sa fille, à cause de la vie oisive et sans but qu'il mène. Les enquêteurs apprennent qu'une altercation a eu lieu entre Alan Johnson et Bruno Santos quelques jours avant le double meurtre. Sarah avait dit à ses parents qu'elle allait dormir chez une amie, mais ils ont découvert qu'elle allait en fait passer la nuit avec Santos. Alan Johnson est furieux et il demande à son beau-frère, James Vavold, de venir avec lui chez Santos. Je lui ai dit, ça ne va rien arranger de faire des histoires en allant corriger le gamin. Alan ordonne à Santos de rester loin de sa fille et il reconduit Sarah chez eux. J'étais dans la cuisine avec Diane et je lui ai demandé s'ils s'aimaient. Elle a répondu, elle me dit que oui. Alors j'ai dit, s'ils s'aiment, tu ne pourras pas les empêcher de se voir. Les Johnson menacent aussi Santos de déposer plainte contre lui pour viol sur mineur s'il ne cesse pas de voir leur fille. Il suffisait d'une seule arrestation et c'était le retour au Mexique. C'était un mobile suffisant pour qu'il ait envie de s'occuper personnellement de Diane et d'Alan. Les enquêteurs décident d'interpeller Bruno Santos pour l'interroger.
Je le décrirais comme un jeune homme prétentieux et arrogant, un peu caractériel même parfois, pas facile à gérer. Il m'a dit qu'il avait proposé, ou plutôt demandé à Sarah de l'épouser et qu'elle avait dit oui. Bruno et sa mère déclarent qu'ils étaient en train de dormir chez eux le matin du double meurtre, mais personne ne peut confirmer cet alibi. Il était plutôt coopératif à ce moment-là, mais à mesure qu'on l'a poussé dans ses retranchements, son attitude a changé. On a pensé à Bruno en premier. Il était en conflit avec Diane et Alan et on s'est dit qu'il les avait éliminés pour pouvoir vivre avec Sarah. Les enquêteurs trouvent aussi des indices prouvant que Santos a bravé l'interdiction des Johnson en continuant de voir Sarah, allant même jusqu'à avoir des relations sexuelles avec leur fille sous leur propre toit. Ça a été confirmé parce qu'on a trouvé du sperme du jeune homme sur les draps du lit de Sarah. On savait donc qu'il s'était trouvé dans cette maison. C'était le suspect principal parce qu'on cherchait quelqu'un qui connaissait la maison, pouvait y accéder et qui avait l'opportunité de le faire. Le shérif obtient un mandat pour perquisitionner le domicile des Santos. On a pris ses vêtements, on a pris ses chaussures, on a pris son ADN. À l'hôpital, on lui a curé les mains, prélevé des cheveux, bref, tout ce qu'il faut pour faire une analyse ADN. Les enquêteurs cherchent à savoir jusqu'où Bruno Santos était capable d'aller pour continuer de fréquenter Sarah Johnson. Après le double meurtre d'Alan et de Diane Johnson, Bruno Santos est le principal suspect. Bruno ayant 19 ans et Sarah 16 ans, les Johnson ont à plusieurs reprises interdit au jeune homme de revoir leur fille. Mais Santos ne les a pas écoutés. Pour savoir si Bruno était impliqué ou pas, on a analysé quasiment tout ce qu'il avait sur lui ce jour-là et le lendemain quand on l'a arrêté. On n'a trouvé ni ADN, ni empreinte digitale, rien qui prouve sa présence sur la scène de crime. Et ses habits ne portaient aucune trace du sang ou de l'ADN d'Alan et de Diane. Bruno Santos est donc rayé de la liste des suspects. Ayant épuisé toutes les autres pistes, les enquêteurs commencent à s'intéresser de plus près à la fille des Johnson, Sarah. Plus quoi? D'enfants. Plus d'enfants? Plus du tout. Ils apprennent que Sarah prenait des antidépresseurs et qu'elle avait une relation houleuse avec sa mère. Au point où ils en sont dans le déroulement de leur enquête, les policiers focalisent leurs recherches sur Sarah, la fille du couple assassiné, et sur Bruno Santos, avec lequel elle entretient une liaison amoureuse. Mais aucun indice ne laisse penser que le garçon soit impliqué dans le double meurtre. Par contre, le comportement de l'adolescente intrigue les enquêteurs. L'inconcevable s'est-il produit? Sarah a-t-elle massacré ses parents dans le seul but de vivre sans contrainte avec son amant? Elle n'avait pas l'air d'éprouver le moindre chagrin. Pas du tout. Comme si la mort de son père et de sa mère ne l'affectait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était de sortir avec ses amis ou de se faire les ongles. C'était quand même plutôt bizarre comme attitude. Ces éléments conduisent les enquêteurs à envisager l'impensable. Sarah Johnson, agissant seule, aurait assassiné ses parents. Je n'arrivais pas à concevoir qu'une fille de 16 ans puisse commettre ce genre de crime. Et c'est sans doute ce qui a été le plus difficile pour moi, me faire à l'idée qu'une adolescente soit capable de perpétrer un acte aussi abominable. Les enquêteurs savent que Sarah possède un double des clés de la maison d'amis occupée par Mel Spiegel. Sarah faisait le ménage pour Mel dans sa maison. On pense donc qu'elle savait que les armes étaient rangées dans le placard. Lorsque le shérif a interrogé Sarah la première fois, il a noté des incohérences dans sa version des faits. Elle a déclaré qu'elle dormait au moment du premier coup de feu et que la porte de sa chambre était fermée. On a trouvé des traces du sang et des fragments du crâne de Diane dans la chambre de sa fille, sur un mur à une dizaine de mètres de distance. La porte de Sarah Johnson était ouverte. On a trouvé des fragments d'os à l'intérieur de sa chambre et des traces de sang au niveau des charnières. Les deux portes étaient donc ouvertes et il y a un couloir entre les deux.
La porte était forcément ouverte, contrairement à ce qu'elle avait dit. Mais il ne s'agit là que d'une incohérence, pas d'une preuve de culpabilité. Cette affaire allait être très difficile à défendre devant un jury. Il n'y avait aucun élément permettant d'établir avec certitude la culpabilité de Sarah, et donc on a dû prendre en compte les éléments un par un. L'élément susceptible d'être le plus probant était la tenue, un t-shirt et un bas de pyjama, que Sarah portait le matin du double meurtre. À l'arrivée de la police, Sarah n'avait pas de sang sur elle. On a passé au luminol le moindre centimètre carré de son pyjama, haut et bas, et on n'a rien trouvé. Les experts s'intéressent à présent au peignoir de bain rose trouvé dans la poubelle le matin des meurtres. Des proches de Sarah attestent qu'il lui appartient. Rod Englert examine le vêtement à l'aide d'un microscope ultra puissant. Il constate, non sans étonnement, qu'il n'y a pas de projection de sang à l'avant du peignoir. Il le retourne et découvre des centaines de gouttelettes résultant d'une projection de sang à haute vitesse du type de celle que peut générer un fusil de chasse. On obtient des tas et des tas de petites taches minuscules, comme des petites touches au pinceau, très nombreuses, plus petites que ça même, simplement superposées couche après couche, particulièrement quand le tir a été puissant. Les analyses ADN révèlent qu'il s'agit du sang de Diane et d'Alan Johnson. Preuve que le tueur portait le dos du peignoir devant. Les indices semblaient nous dire « voilà ce qui s'est passé ». C'était la seule explication. Reste aux enquêteurs à prouver que Sarah portait bien ce peignoir le matin des meurtres. Pour cela, ils font analyser le t-shirt qu'elle portait ce matin-là. Sarah Johnson portait un t-shirt bleu en coton taché de peinture verte. J'ai suggéré qu'on l'examine pour voir si oui ou non de la peinture verte était aussi présente sur le peignoir. Les scientifiques prélèvent des échantillons sur le t-shirt ainsi que des fibres de l'intérieur du peignoir qu'ils examinent au microscope à balayage électronique. Ils constatent qu'il y a de la peinture sur le t-shirt et sur le peignoir qui ont exactement la même composition chimique. Mes soupçons se sont révélés fondés. Il y avait bien eu transfert de la peinture du t-shirt sur les fibres du peignoir rose. Preuve que Sarah portait le peignoir de bain par-dessus son t-shirt. Enfin, les enquêteurs analysent les gants trouvés dans la poubelle. Quand on manipule quelque chose, on y laisse des traces de graisse et des résidus de peau, lesquels contiennent des cellules de peau qui sont le plus souvent une bonne source d'échantillons d'ADN. Les experts tamponnent l'intérieur des gants et trouvent l'ADN d'une seule personne. C'est à Sarah qu'appartenait l'ADN prélevé sur les gants en latex. Tous les vêtements trouvés dans la poubelle sont alors examinés pour rechercher des résidus de poudre, un gaz généré par le coup de feu qui peut venir se déposer sur le tireur. On a envoyé le peignoir, on a envoyé le gant en cuir et on a envoyé le gant en latex à un laboratoire de Chicago, Macron et Associés. Là, ils ont pu déceler des résidus de poudre sur l'ensemble des 3 éléments. L'épreuve médico-légale accable Sarah Johnson. L'intérieur du peignoir qu'elle portait le matin du drame est constellé de taches de sang. Des transferts de fibres du t-shirt qu'elle portait indiquent sans ambiguïté que c'est elle qui portait le peignoir. Les gants en cuir et en latex retrouvés dans la benne du camion poubelle contenaient des cellules épithéliales à partir desquelles son profil ADN a pu être établi. Enfin, comme si ces preuves ne suffisaient pas, des résidus de tir ont été décelés sur les gants et le peignoir. Mais les enquêteurs s'interrogent encore. Pourquoi n'y avait-il pas de sang sur les cheveux de Sarah lorsqu'elle s'est ruée chez ses voisins? Avait-elle un bonnet sur la tête? Et qu'en a-t-elle fait? Sarah n'avait aucune trace de sang visible sur elle. Ils vont bientôt découvrir pourquoi. Les enquêteurs ont découvert que Sarah se disputait violemment avec ses parents
au sujet de sa relation avec son petit ami âgé de 19 ans, Bruno Santos. Les parents de Sarah menaçaient de déposer une plainte pour viol sur mineur contre Santos et de le faire expulser si tous les deux ne cessaient pas de se voir. D'après l'accusation, Sarah aurait choisi le meurtre comme réponse à l'interdiction de ses parents. En octobre 2003, Sarah Johnson est inculpée comme une personne majeure. Sarah, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour le meurtre de vos parents, Diane et Alan Johnson. Vous êtes inculpée des 2 meurtres. Vous êtes en état d'arrestation. D'accord? Levez-vous. C'était triste, parce que c'est une adolescente de 16 ans qui a fait ça. C'est triste pour toutes les personnes concernées. Le procès de cette adolescente qui a assassiné ses parents défraie la chronique. Il y avait 3 personnes au domicile des Johnson. Le matin où Alan et Diane ont été tués, 2 d'entre elles n'en sont pas sorties. Une seule est en vie. Cette personne est assise juste là. Il s'agit de Sarah Mary Johnson. Lors du procès, l'accusation présente une grande quantité de preuves scientifiques et circonstancielles prouvant que Sarah a tué ses parents. Elle rêvait d'une vie de grand luxe pour elle et son petit ami. Il comptait se marier et elle lui a demandé « Ça te dirait une grande et belle maison ?» Avec l'assurance vie de ses parents et son héritage, elle se voyait déjà mener la belle vie. Elle allait pouvoir goûter à cette vie de bonheur sans fin à laquelle seule une adolescente de 16 ans peut probablement croire. Le procès connaît un revirement inattendu. Le petit ami de Sarah, Bruno Santos, choisit de témoigner en faveur de l'accusation, principalement pour faire la démonstration qu'il n'a rien à voir avec les meurtres. Il a déclaré sous serment que Sarah avait parlé du fait qu'elle détestait son père et aussi de son projet de le tuer parce qu'il n'appréciait pas leur relation. Le procureur pense que Sarah a choisi d'éliminer ses parents plutôt que d'arrêter de fréquenter Bruno Santos. Elle savait que le locataire de la maison d'amis de ses parents possédait un fusil de chasse. Elle a donc attendu qu'il s'absente un week-end pour le dérober. Le matin du double meurtre, Sarah enfile son peignoir, le dos devant, ainsi qu'une paire de gants et un bonnet de douche. Après avoir entendu son père entrer sous la douche, elle pénètre dans la chambre et abat sa mère d'un coup, à bout portant. Le sang projeté atteint la chambre de Sarah, ce qui contredit son récit selon lequel elle y dormait, avec la porte fermée. Son père entend le coup de feu, il se précipite alors dans la chambre. Et Sarah l'abat d'une balle en pleine poitrine. La jeune fille essaie d'induire les enquêteurs en erreur en déposant des couteaux au pied du lit de ses parents pour leur faire croire que les meurtres sont liés à une histoire de gang. Elle jette le bonnet de douche dans la cuvette des toilettes où les plombiers le retrouveront plusieurs semaines plus tard. Elle jette les gants et le peignoir à la poubelle. Puis elle court chez les voisins pour signaler le meurtre de ses parents, sans la moindre goutte de sang visible sur elle. Mais elle a déjà laissé plus d'indices qu'il n'en faut derrière elle. Si cette poubelle avait été ramassée, on aurait perdu le peignoir et les gants contenant l'ADN de Sarah. Sarah avait une fascination pour les histoires de crimes et du fait de ses connaissances grâce aux romans, à la télévision, elle savait parfaitement ce qu'était une preuve et comment s'en débarrasser. Et c'est probablement ce qui l'a amenée à faire certaines des choses qu'elle a faites. Sarah Johnson est reconnue coupable de meurtre avec préméditation. Elle est condamnée à 2 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne sortira jamais de prison. C'était un sentiment mitigé. J'étais content qu'il l'ait déclarée coupable parce que j'étais convaincu qu'elle l'était, mais c'est dur de voir un proche dans cette situation. Ce qui est arrivé était difficile à croire, pour les jurés, comme pour les enquêteurs.
Cependant, les preuves médico-légales ne laissaient subsister aucun doute sur le fait que Sarah a assassiné ses parents. S'il n'y avait pas eu ce peignoir avec le gant en cuir et tout le sang, je ne pense pas qu'on aurait pu juger cette affaire sans que le jury n'invoque le doute raisonnable. Les preuves circonstancielles seules ne sont pas suffisantes pour inculper quelqu'un. Il faut apporter des preuves médico-légales parce qu'il s'agit quand même d'une accusation très grave de meurtre, avec préméditation. Je me demande ce qui a pu passer par la tête de Sarah lorsqu'elle était en train de commettre ce crime abominable. Et je me demande surtout comment elle a pu faire ça à ses parents. Effectivement, c'est une terrible question que nous nous posons en conclusion de cette affaire. Comment une fille de 16 ans peut-elle froidement assassiner ses parents dans le seul but de régler un conflit relationnel qui de toute façon aurait été réglé d'une manière ou d'une autre? Selon le psychiatre Philippe Jamet, la crise de l'adolescence provoque une tension paradoxale. L'adolescent ressentant à la fois la peur d'être abandonné et celle d'être infantilisé par des parents surprotecteurs. Mais pour douloureux qu'il soit, ce passage de l'enfance à l'âge adulte n'entraîne généralement pas de violence physique. Et il est exceptionnel qu'il dégénère en folie meurtrière. En 2009, aux États-Unis, John Caudle, un garçon de 14 ans, avait abattu sa mère et son beau-père pour ne plus avoir à s'acquitter des tâches ménagères. Et Tyler Hadley, un adolescent de 17 ans, il avait frappé à mort ses parents à coups de marteau afin de pouvoir organiser à sa guise une fête dans la maison familiale. Sachez encore, pour terminer, que lors du procès, Bruno Santos, le petit ami de Sarah, a témoigné contre elle, dans le but, sans doute, de s'éviter une procédure d'expulsion, puisqu'il séjournait aux États-Unis illégalement. Il est tard. La nuit tombe et une jeune femme s'apprête à fermer son salon de coiffure. Soudain, la lumière est brusquement coupée. Quelques bruits sourds se font entendre. Un homme saute par une fenêtre et prend la fuite au volant d'une voiture. Il faudra 11 ans aux enquêteurs et un extraordinaire concours de circonstances pour résoudre ce casse-tête. En cette chaude soirée de juillet 1995, en Caroline du Sud, une femme qui attend qu'on vienne la chercher en voiture est témoin d'un incident étrange. Elle voit un homme sauter par la fenêtre d'un salon de coiffure et s'enfuir en courant. Elle appelle immédiatement la police. L'adjoint est arrivé en se disant qu'il allait enquêter sur un cambriolage dans un salon de coiffure. Il entre et c'est le noir complet. Il a une lampe torche. Il promène le faisceau de la lampe torche dans tous les coins. Il fait le tour, il regarde bien partout et il ne voit rien. Mais dans la pièce du fond, il découvre une femme allongée par terre. Elle a été assassinée. Ça a vraiment dû être une découverte terrifiante. Le tueur s'était servi d'une sangle qu'il avait passée autour du cou de la victime avant de la tendre à un chauffe-eau. Le vol n'était pas le mobile. Le portefeuille de la victime était encore là. L'argent était toujours dans la caisse. Sa voiture n'avait pas bougé de place. Apparemment, il s'agissait d'une agression sexuelle. La victime est identifiée. Il s'agit de Dana Satterfield, 27 ans, la propriétaire du salon de coiffure. Elle était mère de 2 jeunes enfants. Elle travaillait dans la coiffure depuis 7 ans et était propriétaire de ce salon depuis 3 ou 4 ans. En fait, c'était un mobile-home transformé en salon de coiffure. Le meurtre a été commis aux environs de 20h30 quand le salon était encore ouvert, bien que le registre indique qu'aucun rendez-vous n'avait été pris à cette heure-là. Je pense qu'elle essayait généralement de partir avant qu'il fasse nuit, mais il n'était pas rare qu'elle travaille aussi tard. Le témoin oculaire, Diane Harris, décrit l'homme comme étant de type caucasien, mesurant environ 1,75 m, vêtu d'un jean et d'un t-shirt gris. Elle avait bien noté la taille et bien sûr, le critère de l'origine ethnique est très important. Il permet d'écarter une large partie de la population. À partir de la description du témoin, un dessinateur de la police établit un portrait robot qui est diffusé aux médias.
Un autre témoin dit avoir remarqué un véhicule suspect dans le quartier. Il a vu une Ford Bronco bleue et blanche garée devant le bâtiment d'une entreprise. Il l'a remarqué parce qu'il avait travaillé là. L'entreprise était fermée et il savait que ce véhicule n'avait rien à faire là. À l'intérieur du salon, les enquêteurs mettent de la poudre pour relever les empreintes. Ils se concentrent sur le chauffe-eau auquel le tueur avait pendu le corps de Dana. La surface était dure et très lisse. La poudre allait faire ressortir des empreintes. C'est très facile d'en relever sur une surface comme celle-là. Ils trouvent une empreinte très nette. Un inspecteur a dit « La personne à qui appartient cette empreinte est incontestablement le tueur ». Je me suis dit « Incontestablement, c'est peut-être un peu fort ». Comment tu le sais? Il a dit que vu la façon dont le nœud avait été fait, il fallait avoir posé la main là pour le faire. La conclusion est surprenante. L'empreinte sur le chauffe-eau appartient au mari de Dana, Mike Satterfield. Le couple, qui avait 2 jeunes enfants, venait récemment de se séparer. Tous les indices relevés sur la scène de crime laissent penser que l'agresseur connaissait Dana. Il lui en voulait tout particulièrement. C'était un crime brutal et plein de haine. Le mari de Dana possède-t-il un alibi? D'après les preuves, les enquêteurs pensent que le tueur est entré dans le salon de coiffure de Dana Satterfield juste avant la fermeture. Il a fermé la porte et a éteint la lumière, avant de traîner Dana dans la buanderie, où il l'a étranglée. Quand on a une mère de 2 enfants tuée de cette façon, que son corps est mis en scène comme ça, abandonné dans un tel état, aussi abîmé, je savais que les inspecteurs qui travaillaient sur cette affaire voulaient la résoudre, coûte que coûte. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la strangulation est la cause de la mort. De plus, il constate qu'elle a été violée. Dès qu'un profil ADN a pu être établi, ils ont commencé à rechercher un suspect potentiel. Suite à la plainte d'une victime d'agression sexuelle qui réclamait une méthode de prélèvement biologique moins traumatisante et invasive, les kits de viol ont été mis au point à partir des années 1970 par Louis Vitullo, un sergent de la police de Chicago, devenu le chef du laboratoire criminel de la ville. Ces kits contiennent un scalpel, des sachets sécurisés en plastique, des écouvillons stérilisés, des plaquettes de verre, des étiquettes, des enveloppes et des scellés. Après l'adoption d'une loi fédérale renforçant les moyens d'investigation et les sanctions contre les prédateurs sexuels, l'usage des kits s'est répandu sur tout le territoire américain et dans d'autres pays. Le corps de la victime lui-même était la scène de crime principale et la plus révélatrice qu'on avait à notre disposition, suivie de la salle de bain. Les enquêteurs découvrent une empreinte sur le chauffe-eau près du corps de Dana. C'est celle de son mari, Mike, dont elle était séparée. Ça n'allait plus très bien entre nous à l'époque. Elle s'était installée dans une autre maison à environ 800 mètres de la nôtre. Les enfants étaient restés ici avec moi et elle était là-bas. Mike déclare qu'il était avec ses enfants au moment où le meurtre a été commis. Bien sûr, on était avec lui ce soir-là quand l'agent de police a appelé. Il a parlé avec elle, puis il nous a emmenés au commissariat. Il était inconcevable que mon père ait fait ça ou ait quelque chose à voir là-dedans. La présence de l'empreinte de Mike sur le chauffe-eau a une explication logique. Il a effectué toutes les réparations. C'est moi qui ai installé le chauffe-eau et qui faisais l'entretien. Je me suis occupé de tout. Et il n'y a rien. Absolument rien. Pas le moindre élément de preuve indiquant que Mike Satterfield ait eu quelque chose à voir avec ce meurtre. Rien du tout. Et manifestement, Mike Satterfield ne correspond pas à la description de l'homme que le témoin a vu sauter par la fenêtre du salon de coiffure. C'est un homme très costaud, sans vouloir lui manquer de respect. Il n'aurait pas pu passer par cette fenêtre. Mike aurait fait un trou dans le mobil-home s'il avait essayé de passer par là, il vous le dirait aussi. Les enquêteurs trouvent d'autres empreintes sur la scène de crime, dont une dans les traces de sang de Dana. Toutes les empreintes sont transmises à la base de données fédérale des empreintes digitales.
La base de données contient les empreintes digitales de toutes les personnes ayant fait l'objet d'arrestations en Caroline du Sud. Les empreintes sont numérisées et apparaissent sur notre écran. Les enquêteurs sont persuadés que l'empreinte sanglante va leur donner une piste. Malheureusement, il n'y a aucun résultat. On n'a pas réussi à identifier l'empreinte et pourtant, il y a eu une quantité incroyable de vérifications pour de possibles correspondances. Des enquêteurs expérimentés ont été recrutés pour travailler sur cette affaire en particulier. La recherche de la Ford Bronco bleue et blanche fait surgir un grand nombre de possibilités. C'était un véhicule très spécifique, une Ford Bronco bleue et blanche avec jantes Saw Blades. Pas un modèle unique, mais rare. Je croyais qu'il n'y en avait pas beaucoup comme ça, mais apparemment, il y en avait davantage que ce que j'avais imaginé. La police vérifie tous les véhicules correspondant à la description, sans résultat. Chaque fois que mon frère et moi on voyait une Bronco passer, il fallait appeler. On devait dire à mon père, « Papa, on a vu une Bronco, tu dois appeler. » Les pistes s'écroulent une à une, l'affaire piétine. Une année s'écoule sans que rien de nouveau ne se produise. Puis, la police a un coup de chance. Un homme incarcéré raconte aux autorités que son codétenu, Russell Trevor Quinn, 29 ans, parle souvent d'une Dana Satterfield. Il parlait tout le temps de Dana pour dire qu'elle était très séduisante. Il y a une chose très intéressante qui se passe en prison, c'est que de nombreux détenus cherchent à communiquer des informations pour bénéficier d'un allègement ou d'une réduction de peine. Et là, son codétenu n'a pas gardé ses confidences pour lui. Il est allé en parler à la police. Quinn a été incarcéré pour un crime qui présente des similitudes avec le meurtre de Dana. Il avait été incarcéré pour avoir violé une femme qu'il avait attachée à un arbre. Quinn était libre au moment où Dana a été tuée et il correspond à la description du tueur faite par le témoin. La police a pris une photo lors de son arrestation et l'a placée parmi d'autres photos qu'ils ont montrées à Diane Harris, l'unique témoin oculaire. Parmi toutes ces photos, Diane a reconnu Russell Trevor Quinn comme étant la personne qu'elle avait vue ce soir-là. L'une des amies de Dana a dit « J'ai déjà vu cet homme dans le salon de coiffure auparavant ». Et la police a fait le lien entre lui et un véhicule similaire à celui aperçu près de la scène de crime. Mais ceci aboutit de nouveau à une impasse. Son ADN ne correspond pas à celui qui a été prélevé sur la victime. Russell Trevor Quinn représentait un grand espoir pour les inspecteurs. Pour eux, c'était le suspect idéal, mais finalement, ce n'était pas lui le coupable. 11 ans ont passé. Et le meurtre de Dana Satterfield n'a toujours pas été résolu. Les rares pistes explorées ont toutes abouti à un échec. Et la police commence à douter d'être en mesure de boucler un jour cette affaire. Mais contre toute attente, et grâce à un hasard extraordinaire, Ashley, la fille de la victime, va recueillir un témoignage déterminant qui va contribuer à envoyer l'assassin de sa mère devant un tribunal. Il n'y a pas de prescription concernant les affaires de meurtre. Elles ne sont jamais officiellement classées. Mais plus les années passent, plus les affaires non résolues sont difficiles à élucider. C'est le cas de l'affaire Dana Satterfield. C'est l'affaire la plus difficile sur laquelle j'ai enquêté. Pendant 10 ans, les inspecteurs Rick Gregory et Thomas Smith ont continué à travailler sur l'affaire en suivant des pistes potentielles. La plupart des enquêteurs de la brigade criminelle ont toujours un dossier qui leur tient plus à cœur que d'autres. On avait 2 boîtes à archives pleines de documents. Il y avait au moins 400 pistes à explorer. Les gens venaient me voir en me demandant s'ils l'avaient attrapé ou s'il y avait du nouveau. Je leur disais, je sais qu'ils travaillent toujours sur l'affaire, mais je ne crois pas qu'on l'attrapera un jour, parce que je pensais vraiment qu'ils ne l'auraient pas. Ashley Satterfield avait 8 ans quand sa mère a été assassinée. À présent, elle en a 18, va à l'université et tente de reconstruire sa vie. Un jour, Ashley conduit sa voiture dans un garage pour la faire entretenir. Cette visite va totalement changer le cours de l'enquête. Cette fille est arrivée avec une petite voiture rouge pour faire une vidange. J'ai dit, mais elle est déjà venue il y a 15 jours. Et là, on m'a répondu, c'est Ashley Satterfield.
Tu sais, Dana Satterfield qui a été assassinée à Roebuck, eh bien c'est sa fille. J'ai dit sa fille. Je ne savais pas qu'elle avait des enfants. Cet homme qui a tenu à garder l'anonymat à ce moment-là est mécanicien. Il sait quelque chose au sujet du meurtre de Dana Satterfield. Rien que le fait d'avoir vu Ashley, de savoir que la victime était sa mère, je devais l'aider à tourner la page. 10 ans plus tôt, un soir, alors que le mécanicien est encore au lycée, son ami Jonathan Vick le ramène chez lui en voiture. Vick conduit alors une Ford Bronco bleue et blanche, semblable à celle qui était garée près de la scène de crime. Je vais aller me faire couper les cheveux ce soir. Faire couper les cheveux? Il a dit qu'il allait se faire couper les cheveux. Je lui ai demandé où. Il était déjà très tard et il a répondu chez Dana. Je ne connaissais pas son nom de famille. Elle est super sexy. Si tu le dis. C'est clair, c'est vraiment une bombe. Tu vois rien ou quoi? Bon, moi, tu sais... Vick prétend qu'il n'y a pas que la coupe de cheveux qui l'intéresse. Je vais la brancher. Tu vas lui demander de sortir avec toi? Ouais, alors? T'es sérieux, là? Ouais. Je me suis moqué de lui et ça l'a vexé. Il m'a dit, quoi, tu crois que j'ai aucune chance avec elle? J'ai rigolé. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, mec. Plus tard, lorsqu'il entend parler du meurtre de Dana Satterfield, il se demande si Jonathan Vick est impliqué. Si vous lui demandez, il vous dira qu'il ne pouvait pas croire que son ami ait fait ça. Il ne pouvait vraiment pas y croire. Voilà un gamin de 17 ans, sans casier judiciaire, qui fait partie de ses meilleurs amis. Et il va commettre l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire du comté de Spartanburg. Et pour quelle raison? Pourquoi? Juste après le meurtre de la jeune femme, il a passé un appel anonyme à la police et leur a parlé de la conversation qu'il avait eue avec Jonathan Vick. Il leur a également dit que Vick conduisait une Ford Bronco, bleue et blanche. À l'époque, la police soumet Jonathan Vick et sa mère à un interrogatoire plutôt musclé. Les enquêteurs ont interrogé sa mère à 6 reprises concernant le véhicule. Où se trouvait-il ce soir-là? Qui s'en était servi? La famille a commencé à en avoir assez qu'on lui demande si c'était leur Ford Bronco, si c'était bien leur voiture. Ils sont même allés jusqu'à faire une pancarte qui disait « Ce n'est pas le véhicule recherché » et à la placarder sur la Bronco. C'est vous dire combien de personnes ont dû les contacter pour leur en parler. La police dépose même une requête pour obtenir un échantillon de l'ADN de Jonathan Vick, mais le tribunal refuse sous prétexte que le fait de conduire un véhicule similaire à celui vu près de la scène de crime ne constitue pas une cause probable suffisante. Mais où est la cause probable impliquant Jonathan Vick à ce moment-là? Il n'y en a pas. La police abandonne donc son enquête concernant Jonathan Vick. Il y a eu une période où je me suis dit qu'il l'avait peut-être innocenté. Mais une petite voix me disait que ce n'était pas fini. Il y avait un truc qui clochait. 10 ans après, cet homme, l'ami de Jonathan Vick, appelle une nouvelle fois la police et insiste pour qu'ils enquêtent sur lui à propos du meurtre de Dana Satterfield. Et exactement comme la première fois. Je ne voulais pas leur donner mon nom. Mais sans son nom, la police ne peut pas déposer une requête pour obtenir un échantillon d'ADN de Jonathan Vick. Vous en conviendrez, ce témoignage est pour le moins déconcertant. Car quelques jours seulement après le drame, les policiers auraient pu confondre le meurtrier et le déférer devant un tribunal. Mais en l'absence de preuves matérielles, le juge avait alors estimé illégal de soumettre Jonathan Vick à une recherche d'ADN. Cet excès de zèle, ou cette négligence, enterrera l'affaire. 10 ans plus tard, par compassion pour la fille de la victime, le garagiste réitère sa dénonciation. Mais une fois encore, il choisit de le faire anonymement. Et une fois encore, cette attitude gèle la poursuite de l'enquête. Le meurtrier présumé de Dana Satterfield va-t-il une fois de plus échapper à la justice? Les policiers sont impuissants tant que le témoin refusera de se démasquer. Les enquêteurs se retrouvent donc à la case départ, tout en se demandant ce que cet informateur anonyme a à cacher. Après 10 longues années d'attente, le procureur dispose désormais d'un témoin qui affirme savoir ce qu'il s'est passé le soir où Dana Satterfield a été assassinée.
Le témoin affirme que Jonathan Vick, âgé de 17 ans à l'époque, lui a proposé de le ramener chez lui après les cours. Vick a dit qu'il allait se faire couper les cheveux au salon tenu par Dana. Vick a également reconnu qu'il fantasmait sur Dana, une femme de 10 ans son aînée, à qui il comptait demander de sortir avec lui. Vick est entré dans le salon de coiffure de Dana vers 21h30. C'était presque l'heure de fermeture. Le procureur pense que Vick a fait des avances à Dana, qui les aurait refusées, pensant peut-être qu'il plaisantait. C'est là que Vick a fermé la porte à clé, qu'il a éteint la lumière avant d'agresser Dana. Après avoir violé la jeune femme, il l'a étranglée. Pour une raison incompréhensible, il a décidé de sortir en passant par la fenêtre, ce qui a attiré l'attention du témoin, Diane Harris. Cette dernière a donc pu le voir distinctement. Le portrait robot établi à la suite de cette brève rencontre est d'une ressemblance remarquable. C'était vraiment très proche du physique de Jonathan Vick. On ignorait simplement si ses cheveux étaient de couleur claire ou foncée. On a dû trouver des témoins qui nous ont dit que Vick teignait les pointes de ses cheveux à l'époque. Quant au fait que les empreintes digitales de Vick n'étaient pas dans le salon, les enquêteurs disent que ça arrive très souvent. Ce n'est pas parce que quelqu'un touche quelque chose qu'il va forcément laisser une empreinte. De nombreux facteurs entrent en jeu. Si la peau est plus ou moins grasse à ce moment-là, le type de surface que l'on touche. Finalement, l'informateur anonyme explique pourquoi il a attendu toutes ces années avant de se présenter à la police. Il dit que Vick aurait menacé de le tuer s'il disait à la police ce qu'il savait sur le meurtre. Il ne m'a pas dit ce qu'il avait fait exactement. Il m'a dit « Si t'en parles à quelqu'un, je te tue ». Je savais qu'il allait voir Dana, et il le savait. 10 ans plus tard, il réalise également qu'il en va de sa responsabilité envers la famille Satterfield. Alors, il donne son nom à la police. Michael Pace. Ça ne m'empêche pas de lui en vouloir de nous avoir fait perdre autant de temps. Mais c'est tout à son honneur d'avoir pris ses responsabilités. Il a été un témoin excellent. La police peut enfin déposer une requête pour obtenir un échantillon de l'ADN de Vick. C'est sans aucun doute grâce à Michael Pace qu'on a pu obtenir un échantillon d'ADN de Jonathan Vick. Clairement, explicitement, c'est Michael Pace qui nous a permis d'obtenir son ADN. Le suspect vit toujours en Caroline du Sud après avoir servi 2 ans dans les Marines. J'ai ma femme et ma fille à mes côtés, c'est tout ce qui compte. Il avait eu près de 15 emplois différents. Chaque fois, il finissait par se faire licencier, ou on lui demandait de partir, parce qu'il ne s'entendait pas avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques. Vick a déjà eu maille à partir avec la justice. Il avait déjà été arrêté une fois pour violence conjugale, les poursuites ont été abandonnées, et une autre fois pour dommage intentionnel, autrement dit vandalisme, et les poursuites ont aussi été abandonnées. Aujourd'hui marié et père d'une petite fille, Vick nie toute implication dans le meurtre de Dana Satterfield. Quand il a été arrêté, il nous a dit qu'il ne la connaissait pas. Pourtant, l'ADN de Jonathan Vick correspond à celui qui a été recueilli sur le corps de Dana lors de son autopsie. J'étais soulagée parce que ce dossier était sur mon bureau depuis 10 ans. J'étais soulagée que ça corresponde. Chaque fois qu'on lisait une annonce ou un article, qu'on voyait à la télé quelque chose concernant l'affaire, aux infos ou autres, ça me contrariait. Maintenant c'est fini, je me sens beaucoup mieux. Les enquêteurs pensent que Dana Satterfield était la première victime de Vick, mais peut-être pas la dernière. Une autre connaissance de Jonathan Vick, Heather Renee Sellers, a mystérieusement disparu plusieurs années auparavant. Mademoiselle Sellers s'était fiancée avec lui quelques semaines avant sa disparition. La voiture d'Heather a été retrouvée au fond d'une rivière. L'enquête sur sa disparition est toujours en cours. En novembre 2005, Jonathan Vick est condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Dana Satterfield. Tous les jurés, les uns après les autres, l'ont déclaré coupable. Ils savaient tous que c'était lui.
Je n'oublierai jamais la manière dont il s'est exprimé. Après tout ça, il a encore fait preuve d'une arrogance incroyable. Un peu comme quelqu'un qui se disait « Comment pouvez-vous m'accuser, moi, un homme innocent? Comment ai-je pu être condamné pour ça ?» L'assassin de Dana court toujours, alors que moi je vais. Justice ne lui aura pas été rendue aujourd'hui. Et le juge a répondu « Vous allez passer le reste de vos jours en prison. » Je ne ressens aucune compassion pour lui ou pour sa mère, sa femme ou aucun membre de sa famille. Je n'ai aucune compassion pour eux parce qu'ils pensaient, et ils pensent toujours, qu'il est innocent. Mais ils savent qu'il est coupable. Sa mère savait qu'il était coupable et elle n'a rien dit. C'est un menteur pathologique et un maniaque. Je n'ai aucune sympathie pour lui, mais il a eu droit à un procès équitable. Pour quelles raisons procureurs et policiers n'ont-ils pas poursuivi la piste fournie par Michael Pace, le dénonciateur anonyme? Car son témoignage était crédible. Et Jonathan Vick possédait une voiture en tout point semblable à celle décrite par Diane Harris, le témoin oculaire de la scène de crime. Cette légèreté a été lourde de conséquences. Elle a retardé de 10 ans la résolution de l'affaire. Mais plus grave encore, elle a permis aux prédateurs de sévir à nouveau. En 2002, Vick entretient une liaison amoureuse avec Heather Sellers, serveuse dans un restaurant. Le 24 septembre, le couple passe la soirée dans des bars de Spartanburg, en Caroline du Sud. Au petit jour, la jeune femme disparaît mystérieusement, personne ne la reverra et son corps ne sera jamais retrouvé. L'année suivante, Jonathan Vick agresse Cora Kent, une femme de 20 ans, avec laquelle il a envisagé de se marier. Alors cette dernière porte plainte et demande une protection policière. L'affaire est classée sans suite. Si Ashley Satterfield ne s'était pas rendu par hasard dans le garage où travaillait Michael Pace, et si ce dernier n'avait pas dénoncé une seconde fois son ex-ami, il est probable que Jonathan Vick aurait allongé la liste de ses meurtres et de ses agressions. Cette affaire pose encore une question fondamentale. Jusqu'où peuvent aller les policiers pour collecter des preuves à charge sans pour autant harceler les suspects et outrepasser leurs prérogatives? La frontière est ténue. Et comme on le sait, l'application des lois est souvent affaire d'interprétation et de discernement. C'est sur cette sorte d'interrogation que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.